Merci. Et donc, voilà ce qui nous amène déjà à la dernière séance de la soirée. Donc, une séance que je crois sera très puissante à sa façon. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Catherine Courteau qui présentera la médecine narrative, soit une manière de pratiquer la médecine qui met en lumière les récits de la maladie dans toute leur complexité et richesse individuelle. Cette discipline intègre les sciences humaines et la littérature pour mettre l'accent sur d'autres dimensions de la maladie que le diagnostic biomédical. Dr Courteau offrira des outils d'écriture concrets qui peuvent réhumaniser l'expérience de soins, par exemple le testament de valeur. Cette séance inclura aussi une courte séance d'écriture à la fin. Donc, ce moment d'écriture n'a pas pour but d'améliorer la création littéraire, mais bien de découvrir ce que l'on peut écrire, d'explorer nos propres histoires, de s'inspirer d'autres textes et de s'amuser avec les mots dans un espace bienveillant. En ce sens, je vous rappelle qu'il n'y a aucune expérience préalable d'écriture qui est requise. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, d'aller vous chercher un papier, un crayon pour pouvoir participer à la portion atelier. Vous aurez l'occasion de partager vos écrits si vous le souhaitez. Vous allez voir au bas de votre écran, là, vous avez la fonction lever la main ou raise hand en anglais. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction-là et moi, je pourrais vous donner l'autorisation, la permission là, d'ouvrir votre micro. Donc, si jamais vous souhaitez participer de cette façon-là, ça serait vraiment génial et je pense que ça pourrait être super puissant. Sinon, le chat est toujours disponible aussi, donc vous pouvez certainement partager vos inspirations, vos réflexions dans le chat. Donc, sans plus tarder, là, je suis vraiment heureuse d'accueillir Dr Courteau. Bienvenue et merci beaucoup d'être ici ce soir. Bonsoir, ça me fait super plaisir d'être là. Est-ce que vous me voyez, m'entendez bien, voyez bien mes Oui, présentations? Super. on va oublier ta présentation. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée, je finis un petit rhume. Alors, vraiment, le plaisir est le mien de vous présenter, de vous parler un petit peu de médecine narrative, puis de vous donner un petit peu un avant-goût de ce que ça peut être. Mais vous allez voir, c'est un domaine très, très large, fait que c'est vraiment c'est ça, un petit avant-goût, puis d'y goûter avec un exercice d'écriture selon votre degré de confort un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, je m'appelle Catherine, docteur Catherine Courteau. Je suis médecin en soins palliatifs à temps plein à l'Université de Montréal, puis aussi à temps partiel à Vancouver. Et depuis longtemps, je m'intéresse vraiment à la médecine narrative. En fait, ça fait 10 ans que je fais différentes interventions ou initiatives en utilisant des techniques de médecine narrative auprès autant des étudiants en médecine que des patients, que des proches aidants, que les autres professionnels de la santé. J'ai goûté de différentes manières et je vais vous partager un petit peu cette expérience-là aujourd'hui. En fait, ça, c'est un peu ma philosophie. Je trouvais que ça représentait bien c'est ça, ce en quoi je crois. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent Nathalie Platt, c'est une psychologue qui écrit aussi des chroniques dans Le Devoir. Et pendant la pandémie, il y avait une grosse détresse de la population, évidemment, face à ce qui se passait. Puis, ils lui ont demandé d'offrir des conseils au niveau psychologique à la population, voyant qu'il y avait une détresse psychologique accrue. Et elle, ce qu'elle a répondu, c'est: Je ne connais aucune autre manière de prendre soin des gens que leur demander de se raconter. Puis de là est né Le Devoir du cœur, qui est une chronique qui, malgré la fin de la pandémie, a continué de perdurer, où elle a une correspondance avec les lecteurs sur différents sujets, entre autres de santé mentale. Puis je me reconnais vraiment dans cette manière de prendre soin. En fait, de laisser les gens se raconter, ça se prête bien aux soins palliatifs, évidemment, mais à toutes sortes d'autres médecines, puis dans votre parcours de soins, j'imagine que c'est peut-être aussi un besoin que vous sentez. J'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel. Alors, les objectifs un petit peu ce soir, ça va être de comprendre c'est quoi la médecine narrative. C'est probablement la première fois que certaines d'entre vous entendent ce terme-là. Identifier des applications dans mon domaine. Puis, pour ceux qui se braquent un petit peu en entendant soins palliatifs, en fait, soins palliatifs, n'importe qui a un diagnostic de maladie grave, que ce soit un cancer de l'ovaire ou un autre type de cancer, ou une maladie non cancéreuse comme une insuffisance rénale, cardiaque, peu importe, peut bénéficier peut-être d'une approche palliative intégrée, soit l'intégration précoce d'un professionnel de la santé en soins palliatifs
pour la gestion de symptômes, mais aussi pour le cheminement, aussi par exemple pour du support psychosocial qui peut se faire par des interventions narratives. Euh, donc, c'est plus du tout, on voit plus du tout les gens juste en fin de vie. Je vois beaucoup de gens dès leur diagnostic de cancer pour les aider avec ce cheminement-là, pendant qu'ils sont encore suivis avec leurs spécialistes en oncologie et autres ou autres spécialités. Puis on fait ce suivi-là conjoint parce qu'on se rend compte que travailler en équipe avec différentes personnes qui adressent différents besoins, c'est ce qui est le plus gagnant pour le patient, la patiente. Et on va finir par expliquer, explorer ensemble des techniques de médecine narrative à travers un petit exercice. Donc, en fait, si on décortique ce mot-là, médecine narrative, narratif, qui vient de l'anglais, là, narrative medicine, qui nous vient en fait de l'Université Columbia à New York, puis qui maintenant est une discipline partout dans le monde. Narratif égale histoire, égale récit, puis médecine narrative, c'est vraiment s'intéresser aux histoires de la maladie. Puis la définition officielle qui nous vient de Columbia, de Rita Charon, qui est une des personnes qui a commencé cette discipline-là dans la fin des années 70, et celle-ci, c'est une médecine qui est pratiquée avec les compétences narratives de reconnaître, absorber, interpréter et être touché par les histoires de la maladie. Si on regarde un petit peu chacun de ces verbes-là, le premier, reconnaître. Donc, probablement que vous avez déjà été en fait, dans un bureau de médecin, que ce soit en lien avec le cancer ou autre, puis qu'on vous a demandé un petit peu de raconter l'histoire de votre maladie. Puis, en fait, c'est de reconnaître que cette histoire-là, qui est spécifique à vos symptômes, la raison pour laquelle vous vous présentez dans un bureau de médecin, est en fait un chapitre dans une histoire beaucoup plus grande. Donc, de réouvrir nos horizons par rapport à une histoire beaucoup plus grande qui est celle du patient, de la patiente individuelle qu'on a devant nous. Donc, d'abord, reconnaître ça, ce qui est important. Ensuite, absorber, donc ça invite vraiment les soignants, soignantes à se laisser imprégner par les histoires qu'on entend, se laisser influencer par ça, parce que c'est de ça que va se dégager notre humanité, puis le contact qu'on va pouvoir créer avec la personne qu'on soigne, puis de prendre l'impact aussi que ça a sur nous, donc de voir que cette relation-là est vraiment bilatérale et mutuelle en fait. Le troisième verbe, c'est interpréter. C'est de l'information supplémentaire pour mettre en contexte une situation clinique. Donc, en enrichissant cette histoire-là, en apprenant à connaître notre patient, notre patiente comme personne d'abord et avant tout, ben, on vient vraiment enrichir le narratif, le récit. Puis, ça élimine d'abord des angles morts, puis ça nous donne d'autres perspectives sur une même situation, puis ça nous permet de vraiment supporter la personne devant nous d'une manière qui est beaucoup plus holistique. Puis finalement, être touché, donc c'est un peu contre-intuitif, contrairement à d'autres messages peut-être qui sont envoyés aux soignants, soignantes par rapport au professionnalisme. Là, on demande vraiment d'amener l'émotion dans le soin, puis de dire, non, non, c'est normal que vous accueillez des histoires, que ça touche votre affectivité. Puis cette affectivité-là, ben, utilisez-la avec de l'intuition, la créativité, l'imagination pour repenser des soins qui sont vraiment personnalisés. Donc, on fait appel à des capacités qui sont peut-être des capacités traditionnellement moins incluses dans la médecine traditionnelle occidentale. Docteur Charon, qui est la fondatrice de la médecine narrative, elle utilise la métaphore du cœur pour illustrer en fait l'utilité de la médecine narrative. Donc, comme vous le savez, le cœur se remplit de sang, puis ensuite le battement de cœur le cœur se contracte puis se vide de sang et le sang se propage dans le reste du corps. Puis elle fait l'analyse que, en fait, quand on performe des actes médicaux, on est beaucoup dans le pousser le sang dans le reste du corps. Donc, on est dans l'action, constamment dans le pousser, alors que de se laisser remplir, donc le cœur qui se remplit de sang avant de se vider, de se remplir, de se vider, ben ce rythme-là est vraiment essentiel à la pratique. Donc, de vraiment prendre le temps de recevoir l'histoire, de pas toujours être dans la performance ou l'action, puis de l'absorber, c'est essentiel au vrai travail d'un soignant, soignante. Et ce qui est important aussi avec cette métaphore-là, pardon, c'est que elle inclut un rythme. Dans le fond, on peut pas pousser, 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 puis là, une fois par année, remplir
en allant à une retraite où on réfléchit au genre de soins qu'on fait puis comment on est affecté par les histoires qu'on entend au quotidien. C'est vraiment important de recevoir, performer. Donc, de se trouver un rythme dans la pratique où on est capable de faire de la place pour les récits des gens qu'on soigne. Des applications concrètes, puis là, évidemment, je les ai adaptées aux gens que je pensais avoir avec nous ce soir. Ben d'abord, certains exemples, parce que peut-être que là, ça vous paraît vraiment abstrait tout ça. Puis en effet, c'est très, très large. Donc, la manière que les histoires puis la narrativité peut être pertinente dans le soin. Donc, je vous ai donné quelques exemples qui sont des exemples réels. Par exemple, du storytelling, qui est le genre de mise en groupe où les gens peuvent raconter des histoires pour des infirmières en oncologie pédiatrique, une écriture réflexive par les étudiants en médecine après des rencontres avec les patients. Donc, il y a un exercice qui s'appelle le dossier double, dans le fond, où on prend une note clinique qu'un étudiant en médecine aurait faite par rapport à un patient ou une patiente, puis il va réécrire la note, mais avec toutes les émotions aussi. Donc, ah, ce patient-là m'a fait penser à mon grand-père, puis ça a provoqué cette émotion-là en moi, puis ensuite tout ça. Fait que tout ce qu'on peut pas inclure dans un dossier médical, mais dans le fond, qui est toute l'affectivité de ce soin-là, puis de comparer ces histoires-là. Euh, Encore une fois, du storytelling pour les proches aidants qui avaient un soin qui était admis à l'unité de soins intensifs. Euh, de l'écriture expressive pour les patients au centre de jour de soins palliatifs. Euh, Puis toutes sortes de thérapies qui s'appellent des Personal Narrative Interventions. Puis ça, ce que c'est des entrevues semi-structurées avec des gens. Par exemple, quelqu'un rencontrerait un patient ou une patiente, ferait une entrevue par rapport à son histoire de vie dans le but de vraiment éliciter des éléments positifs pour rehausser la dignité de cette personne-là. Puis il y a différents types, mais celle qui est la plus étudiée, c'est la thérapie de la dignité qui est une intervention d'abord en psychiatrie, mais qui est utilisée beaucoup en soins palliatifs aussi. Puis vraiment, on vient chercher le récit de la personne c'est ça, pour rehausser sa dignité. Un autre exemple concret, puis c'est aussi une invitation, comme je vous parlais des soins palliatifs qui maintenant sont traditionnellement, il y a 30-50 ans, on voyait juste les personnes en fin de vie, mais maintenant on voit les gens vraiment à tous les stades de leur maladie, puis on voit même des gens qui guérissent de leur cancer. Donc n'importe qui a une maladie potentiellement mortelle, donc une maladie grave, que pendant qu'ils sont dans leur traitement, pendant qu'ils sont vraiment euh, dans l'action de tout ça, peuvent bénéficier de l'aide d'une équipe de soins palliatifs. Euh, Puis ça peut se faire entre autres dans des places comme des centres de jour. Donc, une maison de soins palliatifs, les gens sont admis là en fin de vie, mais ça, c'est une toute petite minime partie du grand parapluie des soins palliatifs. Puis dans ce grand parapluie-là, il y a aussi des centres de jour, qui sont des centres où les personnes autonomes, ambulatoires, peuvent se présenter pour avoir accès à des services gratuit. Ça, c'en est un exemple à Montréal où je travaille, la Maison Saint-Raphaël, où il y a de la massothérapie, de l'acupuncture, des groupes de sport, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, etc., etc., des groupes d'écriture gratuits pour n'importe qui a une maladie grave, peu importe si cette maladie-là, elle est curative ou pas, pendant qu'ils ont besoin de ce support-là. Euh, donc peut-être ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Euh, et voilà, fait qu'on offre des groupes d'écriture. Puis dans ce contexte-là, les groupes d'écriture, c'est pendant une saison, on va avoir un groupe qu'on suit à chaque 2 semaines, puis on se retrouve ensemble. Excusez-moi. On se retrouve ensemble pour écrire ensemble 2 heures chaque 2 semaines. Et ce groupe-là regroupe, excusez-moi, des proches aidants, aidantes, des patients et des personnes endeuillées. Donc, on mélange tous ces gens-là, puis ça fait vraiment un mélange qui est intéressant en termes de mixité des témoignages. Excusez-moi, j'ai vraiment une fin de petit rhume qui s'active quand je parle un petit peu trop. Donc, on va être dû pour vous faire écrire puis que je parle moins. D'autres alternatives qui peuvent être intéressantes à faire chez soi pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous.
Une de ces alternatives-là, ça s'appelle un testament de valeur. Donc, c'est un outil vieux comme le monde. Donc, il y a des exemples dans la Bible, il y a des exemples au Moyen Âge, il y a des exemples un peu dans toutes les religions, en fait. Puis maintenant, c'est plus associé à une religion en particulier, mais c'est une tradition qui est assez ancienne, mais qui est revenue à la mode environ il y a 50 ans. Puisque c'est un testament de valeur, c'est un document personnel que l'on crée pour communiquer et léguer nos valeurs, nos expériences, puis nos leçons de vie à nos proches. Alors, les buts de la pratique, ça peut être de se souvenir ensemble, de clarifier le sens de la vie, de communiquer aux autres ce qui compte le plus pour nous. Puis, c'est une opportunité créative d'apprendre sur soi, un cadeau qu'on fait à la fois, un cadeau à la fois pour la personne qui l'écrit, puis pour le destinataire ou la destinataire. Alors, si on décortique un petit peu cette définition-là, ben, un document personnel que l'on crée, moi, l'exemple que je vais vous donner, c'est vraiment un document. Donc, on a fait une feuille de route qui est comme un genre de petit cahier d'exercice avec des questions de réflexion. Il y a certaines questions qui peuvent vous intéresser, d'autres questions qui, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Mais ça peut aussi prendre la forme d'un enregistrement, une vidéo, peu importe, de l'art. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Et personnel, dans le sens que c'est important que ce soit vraiment les mots de la personne concernée. Donc, si la personne concernée n'est pas dans un état d'écrire par elle-même, la personne, le scribe qui va écrire pour cette personne-là, essaie de le transcrire le plus fidèlement possible. Et on peut demander à cette personne-là comment elle veut procéder. Est-ce qu'elle veut faire ce document-là seule? Est-ce qu'elle souhaite de l'aide? Est-ce qu'elle souhaite utiliser ce document-là pour une opportunité pour le faire avec ses proches, puis connecter de cette manière-là. Donc, communiquer léguer les valeurs, les expériences, les leçons de vie, ça va être vraiment le contenu, puis je vais vous donner un exemple un petit peu plus tard. Puis à nos proches. Donc, habituellement, un testament de valeur, il y a vraiment un destinataire. Donc, c'est un document qui est fait pour offrir à certaines personnes. C'est pas un document je sais que j'ai le chapeau de soins palliatifs, là, mais c'est pas un document de fin de vie du tout. Je connais des gens qui, à chaque décennie, à leurs 40 ans, 50 ans, 60 ans, font toujours un document un testament de valeur, puis aiment cet exercice-là. Moi, par exemple, à chaque souper de Noël, je pose une question du testament de valeur à ma famille, comme questions de discussion. Donc, c'est vraiment juste des belles questions auxquelles réfléchir. Mais le but vraiment, c'est de réfléchir ensemble, de se souvenir ensemble, puis de communiquer aux gens qu'on aime ce qui compte le plus pour nous. Puis c'est aussi une opportunité créative d'apprendre, c'est ça, sur soi. Donc, évidemment, un testament de valeur, c'est pas un document légal. C'est une forme créative, donc ça n'a pas de valeur légale, contrairement à un testament traditionnel. Puis ça, c'est juste une petite capture d'écran du testament, mais on va pouvoir vous envoyer le lien par la suite. Donc, dans la section conseils, c'est quel genre de conseils voulez-vous laisser à vos proches? Comment pouvez-vous les aider à se souvenir de ce conseil puis le mettre en action? Puis vraiment, là, d'aller penser à la sagesse que vous pouvez transmettre à vos proches. Puis s'il y a des poèmes, des citations, des livres préférés, d'autres choses que vous souhaitez léguer ou conseiller, vous pourriez le faire dans cette section-là. Donc, dans le testament de valeur, les sections, il y a ben, l'ouverture, à qui ça s'adresse, pourquoi on a décidé de le léguer à cette personne-là, c'est quoi des moments ou des souvenirs marquants de votre histoire, des moments de croissance personnelle, qu'est-ce que vous avez appris, de qui, les défis les plus importants, les plus grandes réussites, les échecs, puis qu'est-ce qu'on a appris de ça, les valeurs personnelles, les espoirs pour le futur, etc., etc. Donc voici le lien, puis on vous l'enverra aussi, mais si ça vous tente d'en savoir plus sur cet outil-là, ben de un, c'est que vous pouvez le consulter puis l'imprimer gratuitement, puis de deux, il y a aussi un balado qui a été fait sur le sujet que vous pourriez écouter. Ça, c'est un concept en fait de Tchotchinov, qui est le psychiatre qui a créé la thérapie de la dignité. Puis lui, ce qu'il nous dit, c'est le reflet que les patients perçoivent d'eux-mêmes dans le regard du soignant doit en fin de compte affirmer leur dignité. Il semblerait que, du moins en partie, la dignité réside dans le regard de celui qui nous regarde. En fait, lui, il s'est vraiment rendu compte que dans la perception de la dignité, il y a vraiment aussi, c'est ça, la perception des soignants, de l'équipe de soins
de la personne dont ils prennent soin. Donc, c'est un encouragement pour vous dire de si vous faites ce genre de document-là, vous pouvez aussi le partager avec votre équipe de soins parce que ça va peut-être changer la manière qu'ils vous regardent, puis ça peut changer la relation, puis c'est important. J'avais une patiente qui avait fait un scrapbook avec son expérience de soins, qu'il avait partagé avec son oncologue, puis ça avait vraiment affecté la manière que l'oncologue reconnaissait son parcours de soins. Donc, c'est bilatéral, ça permet ce genre d'échange-là aussi. Moi, j'avais une patiente puis c'est connu qu'elle est une patiente, là. C'est le sujet de son livre, Gabrielle Régimbal, qui a écrit un recueil de poésie, puis elle a amené des copies à son équipe de soins. Puis ça, c'est un des extraits. C'est dans leurs yeux que j'explose des pupilles comme des mines. J'apprends ma condition, annonçant toujours une ondée. Mon drame affiche complet. Donc vraiment, là, elle parle du regard parce que c'était une jeune patiente, puis elle sentait tout le temps que quand les gens la voyaient, puis voyaient qu'elle était malade, elle était dans la trentaine, elle sentait ça, elle sentait que le drame affichait complet, que les gens, c'est comme ça qu'ils se sentaient en face d'elle. Mais d'avoir pu nous partager ce récit-là, c'est une manière pour elle d'exprimer comment elle a vu ça de manière individuelle, puis le partager avec les gens qui sont impliqués autour d'elle. Une autre manière que vous pourriez utiliser la narrativité dans votre parcours de soins si vous êtes des personnes qui ont des maladies graves, c'est de choisir des questions des Personal Narrative Interventions dont je parlais plus tôt, donc comme la thérapie de la dignité. Puis si ça vous intéresse, en fait, je pourrais mettre une étude où il y a toutes les questions. Malheureusement, c'est en anglais pour ceux qui parlent seulement français, mais dans l'annexe à la fin, il y a toutes les questions des entrevues. Puis, ça peut être vraiment un bel exercice d'aller chercher certaines des questions, puis d'utiliser ça comme moteur de départ pour un type d'écriture ou même une conversation. Par exemple, une des questions, moi, que j'adore puis que je pose souvent dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est à quel moment dans votre vie vous êtes-vous senti le ou la plus vivante? Je veux juste aussi souligner l'importance de ce genre d'intervention-là. J'avais commencé un testament de valeur avec un patient relativement stable qui était admis en maison de soins palliatifs, puis vu qu'il était stable, il s'ennuyait un petit peu dans la journée parce que sa famille venait juste le voir la fin de semaine parce qu'ils habitaient très loin. Fait qu'on avait commencé cet exercice-là, puis finalement, le patient est décédé dans les prochaines 24 heures de manière assez subite, inattendue. Puis quand la famille est venue au chevet, puis que j'ai partagé, on venait de commencer le testament de valeurs, on avait répondu à deux questions. Tu sais, ses valeurs les plus importantes, c'était la famille et l'amour. Voici ce qu'il avait dit d'autre. Ça avait tellement une valeur inestimable, puis le document était rempli peut-être à 5%, puis il y avait deux phrases de rempli, mais les mots, les derniers mots des gens, ou juste les mots tout courts qui sont partagés avec des êtres chers, avec cette intention-là d'être partagés, ça a une valeur inestimable pour les gens. Puis je me souviens, cette famille-là, il avait fait des copies à tout le monde de la famille de ces deux phrases-là, tellement c'était important à leurs yeux. Alors, ne pas sous-estimer la valeur de ces écrits-là. Alors, c'est le temps de se mettre au travail. Alors, l'exercice de l'écriture, ça peut être un petit peu intimidant pour certaines personnes. Puis moi, je le fais toujours avec vous pour me lancer dans cette vulnérabilité-là. Donc, la manière que ça va fonctionner, je vous rappelle d'aller chercher un papier crayon si ce n'est pas déjà fait. Puis, évidemment, vous n'êtes pas obligé de partager, donc vous pouvez juste le faire pour le plaisir. Euh, je vais vous donner quelques petites consignes. Puis, en fait, les règles de base, c'est vraiment de baisser vos attentes. Les gens ont des relations complexes avec l'écriture, puis on comprend, peut-être certains d'entre vous sont des écrivains écrivaines, mais la plupart d'entre nous, on ne fait pas ça de manière professionnelle. Donc, vraiment, baisser vos attentes, on fait ça pour le plaisir. On retrouve une autre manière de rentrer en contact avec l'écriture sans que ça soit de la performance. Le but, c'est vraiment l'expression, pas la perfection. C'est d'utiliser ce médium-là pour apprendre des choses sur nous-mêmes ou pour simplement le plaisir de le faire. Confidentialité, donc si vous utilisez des histoires, vous racontez des histoires qui ne sont pas sur vous ou bref, d'essayer d'être confidentiel dans ça. Puis les histoires qui sont partagées, s'il y a des gens qui ouvrent le micro puis qui sont assez courageux, courageuses pour partager leurs histoires, de respecter la confidentialité de ce qui est partagé. Encouragement, mais pas une obligation de partager, mais
Ça fait du bien de lire ce qu'on a écrit à haute voix, puis que ça soit entendu par d'autres personnes. Il y a vraiment une valeur ajoutée à ça. Donc, je vous encourage à le faire. Encore une fois, c'est l'importance de le lire à voix haute. Pas de préface, pas de postface, c'est juste de dire que si vous avez le courage d'allumer votre micro après le court exercice, on a tous le sentiment d'imposteur, puis on aurait tous le goût de dire ah, c'est pas bon ce que j'ai écrit, puis je suis pas une écrivain, je suis pas une écrivain. Juste assumer que tout le monde pense ça, puis de pas besoin de le dire, dans le fond. Écouter sans jugement ce qui est raconté. Puis, c'est pas de la psychothérapie qu'on est en train de faire, ça se veut pas de la thérapie, ça finit bien souvent par être thérapeutique, mais c'est pas ça l'intention. Et je rajouterais aussi, c'est ça, donc si vous souhaitez partager, vous pouvez utiliser la fonction lever la main ou raise your hand. Et donc, on va vous donner la permission là, d'ouvrir votre micro. Sinon, il y a aussi le chat. Donc, si vous êtes moins à l'aise de partager de vive voix, vous pouvez toujours utiliser le chat aussi pour partager. Mais évidemment, c'est selon votre aisance. Là, donc, pas d'obligation à partager non plus. Donc, mais moi aussi, je vais faire l'exercice. Là, donc, j'ai hâte de commencer. Donc, Docteur Couteau, je vous relance la parole. Parfait. Alors, la première étape de l'exercice, ça va être de se remémorer un moment significatif dans l'expérience de la maladie ou la proche aidance, ou si vous êtes là ce soir puis vous n'avez pas de lien du tout avec, vous connaissez pas quelqu'un de proche qui a un cancer de l'ovaire ou vous l'avez pas vous-même, c'est pas grave, ça peut être une autre expérience de la maladie, pas du tout en lien avec ça. Euh, donc, c'est ça. Je vais vous laisser une minute pour essayer de penser à un moment qui a été marquant pour vous dans cette expérience-là. Je vais le faire moi aussi. En fait, j'ai une question parce que justement, tu sais, je fais l'exercice. Dans le fond, ça peut être un moment significatif heureux. Comme, je veux dire, c'est pas obligé d'être un moment Oui. comme bouleversant ou un moment. OK. Oui. Puis souvent, la meilleure manière de procéder avec de l'écriture automatique, c'est le premier moment qui t'est venu en tête. Fait que s'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà une étincelle là, ça va être plus facile de délier ton écriture. Ouais. L'étape 2, ça va être pendant 2 minutes, je vais partir mon petit chronomètre. Euh, je vais vous demander d'écrire tous les mots auxquels vous pensez en lien avec cette rencontre ou ce moment. Alors, c'est parti. OK, c'est terminé. Et là, la troisième partie de notre exercice, ça va être pendant
On a commencé un petit peu en retard. Ouais, donnons-nous juste 5 minutes. Puis c'est pas grave, là, c'est un petit exercice d'écriture automatique à la place de 10 minutes pour écrire une courte histoire à propos de cette rencontre-là ou de ce moment-là sans utiliser tous les mots que vous avez listés à l'étape 2. Donc, c'est ça le défi ce soir. Je me mets sur Dean juste le temps des prochaines 5 minutes.
Alors, c'est le moment. Puis pour cette partie-là, j'ai le goût de dire que ben, c'est intimidant, évidemment, de lire quelque chose qu'on a écrit. C'est de l'écriture automatique, hein. Donc, on sait que c'est pas des textes finis, qui peuvent ne pas avoir de début, pas avoir de fin. C'est ce qu'on a écrit en jet. Puis, le conseil que je vous donne, c'est si vous sentez votre pouls battre à toute vitesse ou vous sentez les mêmes moites, c'est peut-être un signe que votre corps a besoin de se décharger de ce texte-là, donc de le libérer. Puis, des fois, on se sent mieux après l'avoir dit. Donc, je sais pas si, moi, je vois pas le chat en ce moment, mais soit les gens veulent écrire leur texte sur le chat ou s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro puis partager avec nous, Oui, ça serait donc super. on a plusieurs personnes qui Ah, ont génial. levé la main. Donc, dans le fond, à cette personne-là, donc le nom que je vois, c'est Mathieu Benoît, mais je ne sais pas si c'est le nom de l'appareil ou de la personne. Donc, en ce moment, je vous donne la permission d'ouvrir votre micro. Fait que là, si vous voulez ouvrir votre micro et partager vos écrits, vous pouvez y aller. M'entends-tu, Rémina? Oui, c'est qui? C'est Ginette. C'est Ah, c'est Ginette. C'est parce que je suis Ginette. pas capable de. Mon gars, c'est Mathieu Benoît, mais je OK. suis pas capable de le changer. Ah ben c'est correct, c'est correct. Ben, bienvenue Ginette et merci. Je sais que ça prend beaucoup de courage, partager un écrit aussi Non, personnel. c'est un moment heureux. Ça me dérange Ah, OK. pas. Ah Ben ben tant mieux. ouais. Fait que, merci de briser En la tout glace. cas, c'est qu'est-ce qui m'est venu à la tête. Il y en aura peut-être d'autres, mais c'est qu'est-ce qui m'est venu à la tête en premier, là. Ben oui, mais vas-y, on Mais t'écoute. je sais pas si c'est correct, qu'est-ce que j'ai compris, tout ce qu'elle a dit, là. Mais c'est mon premier Noël après la chimio. Dans le fond, j'ai été diagnostiquée le 1er août 2023. Fait que le premier Noël, c'était, voyons, 25 décembre 2023, là. Fait que là, la question était, c'est ça. Premier Noël, pas de cheveux avec tous mes enfants et tous mes petits-enfants. Euh, et leur dire merci d'avoir tous été là. Je me souviens, j'étais en train de faire la vaisselle. Puis là, je me suis dit, hey, je suis là, là. Je me suis retournée de bord, ils étaient tous à la table, toute la gang. Tu sais, quand j'ai fait comme d'habitude, le souper, tu sais, malgré que j'avais plus de mal, j'étais plus fatiguée. Écoute, ça fait pas longtemps que j'avais fini ma chimio. Le 1er décembre, j'avais fait ma dernière chimio, là, des gros chimios, là, parce que c'était un gros cancer. C'est ça, puis je me suis retournée de bord, j'ai dit merci là, d'être toutes là. Puis, tu sais, je sais que tout le monde, tu sais, il y en a qui ont. Ma fille avait deux petits-enfants dans ce temps-là. Fait que, tu sais, même son chum, il y a beaucoup, tu sais, ils ont beaucoup sacrifié pour venir me voir à l'hôpital, les rendez-vous, les ci, les ça. En tout cas, leur dire, mais j'avais dit merci à toute ma gang, puis j'étais bien reconnaissante de ça, là. Fait que je sais pas c'est ça. Il y avait beaucoup de. La deuxième phrase, c'était, il y avait beaucoup de reconnaissance, d'amour, de la confiance, de l'aide, du dévouement, des pleurs de joie. Euh, Leur dire la force, on a vu la force qu'on avait d'être tous ensemble, là. C'est ça qui m'a tenu dans le fond, moi, là. Tu sais, c'est mes enfants, je peux pas les laisser, mes enfants, mes petits-enfants, là. Tu sais, mamie, c'est pas drôle, puis maman, c'est pas drôle, là. Ils ont juste comme moi. Puis j'ai deux filles et un garçon en passant. Puis l'autre question, c'était lors de mon premier Noël, famille, suite à mon diagnostic premier août, OK. Si j'ai pu faire, comme je vous dis, ma nourriture, je fais des pâtes, le ragoût, le ci, le ça, mais tu sais, à plusieurs étapes, là, tu sais, ils ont toutes, ça a été à Noël comme d'habitude. Puis la dernière question, t'es rendu ça, euh, comme d'habitude, ma fille de l'extérieur est venue coucher avec ses deux jeunes enfants. Tu sais, j'étais fatiguée, mais pas grave. Elle a mal aux pieds. Au début, j'ai dit, là, je suis plus capable d'être debout, il fallait que j'aille basser. Mais ils ont tous compris ça. Puis ils sont tous, vu que j'avais pas de cheveux non plus, ce premier Noël-là, là, je n'avais plus de cheveux, là. Fait que là, on s'est tous mis, le Noël cette année, c'était tout en pyjama, tout le même pyjama, mais on était tout en pyjama. Fait que pour mon ventre, tu sais, je vois de ces photos que j'avais un gros ventre, là, c'était enflé, mais tu sais, au moins, puis tout le monde s'avait mis un petit chapeau, comme moi, qui allait avec notre pyjama. Fait que, tu sais, j'avais pas de cheveux, mais sa photo, tout le monde a le même petit chapeau que moi, même les enfants, les bébés, j'ai quatre petits-enfants, là. Fait que, tu sais, c'est un beau souvenir, là. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, là. Non, merci Euh, de nous partager ce moment-là. C'est en c'est ça, effet, c'est un beau souvenir. Puis quand je regarde les photos aujourd'hui, ben, tu sais, c'est un beau souvenir. C'est quelque chose que, regarde, j'aurais pu pas être là. Ben, je suis là avec un petit chapeau, tout le monde est pareil. Mais, tu sais, plus fatigué, plus ci, plus ça, mais je suis là, tu sais. Fait que c'est ouais. ça.
Un beau Ouais, souvenir aujourd'hui. ouais, tu élucides vraiment des Je belles sais pas si c'est images. ça que tu voulais, tu voulais qu'on te dise là, dans tes questions, mais c'est ça que j'ai compris, moi, là. Ben, c'est super, puis merci. Puis le but, même peu importe les consignes, c'est vraiment juste que ça allume quelque chose en vous. Hein? Puis le plaisir de partager des histoires pour entendre le plus d'histoires possible. Pour les prochaines personnes qui veulent partager, peut-être partagez-nous pas l'étape 1, étape 2. Faites juste nous lire votre texte de l'étape 3, le texte que vous avez écrit sans les mots que vous avez identifiés à l'étape 2. Juste pour qu'on puisse entendre le plus d'histoires possible avant de conclure, parce que je sais qu'il est déjà 9 heures. Alors, Et ben, on a commencé un peu plus tard, donc je pense qu'on peut se permettre de continuer un peu plus longtemps. Merci beaucoup, Ginette, pour ton Plaisir. Merci partage. à vous. C'est une très belle rencontre. Merci, Merci. Ginette. Là, je vais donner France Desjardins. Tu me diras si... Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, good. Ben, j'ai fait ça vite, vite, là. J'ai suivi les consignes, les étapes. J'adore l'exercice. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Ça me rejoint tellement, là, je capote. J'y pensais, mais je n'étais pas capable de mettre un mot sur. Je pense pas que ça existait, puis que c'est tout nouveau pour moi. Fait que bravo. J'ai juste 4 mots pour la question 2, fait que je vais les nommer. Ça va vous mettre en contexte un peu. J'ai écrit vin rouge, câlin, boîte de Kleenex et la cuisine pleine d'amis. Puis, parce qu'à l'étape 1, ce que je trouvais le plus significatif, c'était le soutien indéfectible de mes amis. Euh, Puis l'étape 3, ce que j'ai écrit, j'attends avec impatience mon super réseau, des copines avec lesquelles je me suis liée d'amitié depuis longtemps. Je fréquente l'une d'elles depuis bientôt 50 ans. Nous sommes body-body depuis notre 3e année primaire. Ma force fait que tout de suite, quand j'ouvre la porte pour l'accueillir, elle est rassurée, c'est déjà que c'est gagné d'avance et que je vais traverser ce cancer haut la main. Elle me serre si fort dans ses bras qu'elle va me casser. Je suis touchée par ses yeux qui baignent dans l'eau. Visiblement, ma chum de toujours n'a pas beaucoup dormi et est inquiète. Viennent ensuite les autres femmes de ma gang, tout aussi importantes dans ma vie, prêtes à sacrifier leur samedi en famille pour me serrer dans leurs bras et prendre un verre de vino ensemble, pour dédramatiser surtout et faire un pied de nez à cette épreuve aussi cruelle qu'inattendue. C'est l'automne, mais je suis si bien entourée. C'est tout. merci tellement, France. Tu Merci. peux me muter maintenant? J'ai pas compris. Tu peux me muter? Ah oui, Ah, c'est oui. bon. Merci, France. Hmm. Euh, Parfait. Là, je vais donner la parole à José. Je sais pas si ça fonctionne. Ça ne semble pas Ah oui, José, est-ce que tu veux activer ton micro? Ah, je sais pas. Peut-être elle a pesé sur la fonction sans s'en rendre compte. Mais je vois que dans le chat, il y a quelqu'un qui a partagé son écrit. Fait que je vais le lire. Catherine, est-ce que toi tu veux le lire? Ou est-ce que tu vois le chat? Ben, en fait, non, si je vois le chat, je vais aller dans un Ah, autre ok. écran, puis là, ça Ok, fait c'est bon. que Ah, si ok. tu peux le lire, ça Oui. serait super. Oui, super, je le lis. Alors, donc ça, c'est pour répondre à l'étape 3. Lors d'un traitement de chimiothérapie, je subis une réaction anaphylactique. Je suis déjà à l'hôpital avec beaucoup de gens tout près. Je tombe par terre et je perds conscience. Je regagne conscience et je le repère, regagne, reprends, regagne, reprends. Je peux entendre des gens parler autour de moi, prendre des décisions, donner des médicaments, me transférer à l'urgence. Je ne peux pas bien respirer. Je tousse et j'ai envie de vomir. Peu à peu, je retourne à moi-même avec des IV dans les deux bras. Intraveineux, des IV, ouais, 4 IV au lieu d'une seule. J'ai de l'oxygène dans le nez. C'est tout ce que j'avais le temps d'écrire. Merci Vraiment beaucoup. impressionnée par les images que vous créez, hein, les trois qu'on a eu à date. En tout cas, vous peignez vraiment des tableaux très clairs de ce qui se passe. On a l'impression d'y être. La qualité des détails, vraiment, ouais,
Ouais, des belles écritures. Merci pour le partage. Merci beaucoup. En fait, c'est tous les partages qu'on a. Mais je voulais aussi souligner en fait deux commentaires là, qu'on a eu dans le chat. Donc, premièrement, quelqu'un qui mentionne que je ne savais pas que ça existait, mais je trouve ça super intéressant. Donc, merci de m'initier à cette approche-là. Et quelqu'un qui a mentionné, tu sais, quand vous parliez du testament des valeurs, comme quoi que la personne aurait aimé lire le testament des valeurs d'un proche qui est Hmm. décédé dans sa vie. Donc, tu sais, comme autant que ça peut être intéressant pour tu sais, nous de le faire comme activité, comme exercice, mais aussi tu sais, de recevoir ou de lire un testament de valeurs d'un de nos proches. Tu sais, ça aussi, Ben ça peut oui, être tellement intéressant puis tellement puissant aussi. ouais, vraiment. Puis j'ai juste quelques petits mots de la fin après l'exercice. À moins que, Rinuma, est-ce que tu voulais lire le tien ou... Euh, non, moi, je pense pas que j'ai assez de courage. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui pose une question, en fait. Donc, à l'étape 3 dans le fond, pourquoi ne pas utiliser les mots de l'étape 2? Ben en fait, c'est ça, je vais y répondre. C'est la OK. parfaite transition. Puis Ça marche. juste parce que je crois à la non-hiérarchie de ces exercices-là, moi aussi, je vais me mettre à nu un petit peu. Moi, j'avais sorti peut-être une vingtaine de textes, fait que mon texte va peut-être être un petit peu plus abstrait que, que d'autres textes. La descente a débuté, inavouée et résistée, puis tout convivialement, on se retrouve là où laisse présager d'autres descentes. Et on rit et on parle de tout pour ne pas parler du bracelet autour de ton poignet, avec ton nom, ton adresse, tes allergies. Le bracelet qui identifie que tu es un des leurs maintenant. Tu mets un roi qui bat mon 7 et on s'exclame Oh! Il met un as qui bat mon roi et on s'exclame Ah! Et on tente de noyer les sons autour de nous, mais surtout on noie les silences. Voilà mon texte. Alors, en En fait, fait, je m'excuse, il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main et j'avais pas vu. Est-ce qu'on peut pour lire prendre... son texte, ben oui, bien Oui, sûr. excellent. Alors, Sylvie, tu devrais être en mesure d'activer ton micro. Oui, mais moi, je préférerais que Catherine continue ce qu'elle était en train de dire, puis je dirai mon truc après. Parfait. Parfait. Il en reste pas beaucoup. Ben, en fait, tu sais, c'est un petit exercice comme un autre, mais le but de cet exercice-là, en fait, c'était de causer ce qu'on appelle un déraillement narratif ou un narrative wreckage, qui est un concept qui nous vient d'un sociologue de la santé, Arthur Frank, puis vous allez voir, je vais vous en parler par rapport à la maladie, mais c'était un peu par rapport à faire un parallèle avec l'expérience de l'écriture. Donc, de créer ce fameux syndrome de la page blanche en vous ôtant tous vos repères d'une histoire. Puis là, ça peut créer un inconfort, une vulnérabilité de ne pas avoir accès aux mots auxquels on a accès habituellement pour raconter cette histoire-là. Puis ça crée aussi un nouvel espace, fait qu'une ouverture vers de nouveaux signifiants, vers d'autres manières de raconter quelque chose. Fait que c'est à la fois déstabilisant, mais ça peut quand même créer des espaces pour des nouvelles choses. C'est ça. Fait que ça nous vient de Arthur Frank. Puis en fait, ce que lui nous dit, c'est que la plupart des gens, ils imaginent leur récit ou leur histoire de vie comme allant du point A au point B de manière tout à fait linéaire. Fait que toute ma vie, je vais vivre à la même place, avec la même personne, je vais avoir la même job, etc. Puis, tu sais, ils ont vraiment une vision linéaire de tout ça. Puis la première expérience de la maladie pour la plupart des gens, c'est ce qu'ils appellent un récit de restitution. Fait qu'on devient malade. Par exemple, quand on est jeune, on a une infection ou on se casse un bras. Puis là, on sort de notre petite ligne qu'on s'était imaginée. Puis assez vite, on revient sur la trajectoire qu'on avait anticipée. Fait que la plupart des gens, c'est comme ça qu'on apprend à être malade. On apprend qu'on est malade, on guérit, on revient à notre base. On est malade, on guérit, on revient à notre base. Mais là, il y a d'autres types de récits de la maladie plus on avance dans la vie. Puis pour les malchanceux, malchanceuses, il y a des gens qui ça arrive plus tôt dans leur vie, évidemment. Euh, le troisième, je vais vous expliquer avant le récit de chaos, c'est le récit de quête. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une maladie chronique comme un diabète, ben, c'était pas la trajectoire qui s'était imaginée. Fait que ça change de trajectoire. Par contre, il arrive à une nouvelle genre de stabilité avec cette maladie-là, une nouvelle manière de s'adapter. Fait qu'on on cherche une quête pour une nouvelle stabilité. Puis le récit de chaos, c'est quand la maladie a fait en sorte qu'il n'y a pas de nouveau plateau. Donc, chaque fois que, même si ça va mieux ou que ça aille moins bien, c'est comme difficile de retrouver une base pour s'enligner puis se dire, ben ça va être comme ça
pour le reste de ma vie. C'est comme si on n'atteint toujours pas ben, c'est ça, on n'a pas de stabilité. Puis ça, pour des humains qui ont l'habitude de vraiment se projeter de manière linéaire, c'est très, très, très déstabilisant. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait créer de manière parallèle, là. Fait que l'exercice, c'était de vous faire vivre un peu cette perte de repères-là en parallèle avec ce qui est expérimenté des fois avec la maladie, puis de dire qu'il y a des nouvelles histoires qui peuvent émerger de ça. Donc, c'est pas parce qu'on perd nos repères qu'on n'a plus rien à dire, qu'on n'a plus rien à raconter, qu'on n'a plus rien à vivre. Puis, j'aime cette citation-là qui est ce qui est demandé, en fait, c'est une citation par rapport à l'accompagnement, mais je vais vous la lire des deux sens. Fait que ce qui est demandé dans l'accompagnement, on va dire que vous êtes ici en tant que proche aidant ou soignant ce soir, c'est une volonté de participer à l'écriture d'une histoire qui n'a pas encore été écrite. Fait que même quand cette vision linéaire-là, c'est pas celle que vous vous imaginez, ben, il y a une nouvelle histoire qui reste à écrire. Puis ça peut être lu sans la partie en vert aussi, je trouve. Ce qui est demandé dans l'expérience de la maladie, c'est une volonté de participer à l'écriture d'une histoire qui n'a pas encore été écrite. Alors, c'est un exercice qui est intimidant, mais la force de la médecine narrative, puis de l'écriture, puis de l'art en général, c'est que ça nous aide à naviguer des eaux qui peuvent être plus incertaines, puis ce faisant de trouver ben, de créer un sentiment d'humanité partagée. Fait que j'espère que c'est ce que vous avez ressenti un petit peu ce soir. Puis ça, c'est un défi pour la route. C'est un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle The Art of Gathering de Priya Parker. Ça n'a pas rapport du tout, mais je me suis permis cette petite folie-là qui nous parle de comment être ensemble différemment. Puis elle parle du fait qu'il y a beaucoup de traditions. On a gardé la forme, tu sais, on a gardé la forme de certains rassemblements religieux, par exemple, mais qu'on ne fait plus le contenu. Puis là, elle nous fait repenser à comment être ensemble de manière significative. Alors, ben, je vous lance le défi de poser peut-être une de ces questions-là, des thérapies narratives, comme c'est quoi le moment où vous êtes-vous senti le plus vivant dans un de vos rassemblements futurs, une réunion avec des amis, des proches, de la famille, pour susciter ce genre de conversation-là, puis de connexion plus profonde. Petit défi. Alors voilà, puis on peut laisser du temps pour notre dernière histoire, puis les commentaires, les questions, si vous en avez. Oui, merci beaucoup, Dr. Courteau. Sylvie, on te laisse la parole. Merci, merci Réma, puis merci Catherine, ça valait vraiment la peine de savoir pourquoi on n'utilisait pas les de mots qu'on avait écrits. Puis je vais y aller rapidement, rapidement. Je pense qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître. Il était une fois une femme de 40 ans qui terminait de prendre son bain. En se levant, elle fut totalement surprise d'apercevoir dans le fond du bain des centaines de petits poils brillants, comme si son chum avait nettoyé son rasoir dans son eau de bain. Après ce constat, elle fut saisie d'horreur, en ne comprenant pas d'où provenait toute cette pellosité, ces toisons d'or. Elle se mit à rire de façon incontrôlable. Là, je vous donne un cue, j'ai toujours dit aux gens, c'est pas les cheveux qu'on perd en premier, c'est les poils pubiens. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Puis l'humour, c'est tellement important. Fait que merci pour ça. Merci de nous avoir fait rire un petit peu. Vraiment. Ben, merci à chacune de vous d'avoir partagé vos récits. Je vais, en fait, Catherine, tu as déjà répondu à quelques-unes des questions, mais là, il y en a une qui vient de rentrer. Est-ce qu'il y a de la recherche sur la médecine narrative et le traitement de PTSD, Hmm. Post-Traumatic Stress Disorder? Ouais. Oui, c'est vraiment une bonne question. C'est moins mon domaine. Il y a énormément de recherches sur l'éducation médicale, dans les soins palliatifs, entre autres, là. Ça, c'est ce que je connais le plus. Je serais pas surpris qu'il y en a parce que ça s'applique tellement à ça. Euh, c'est ça, c'est pas mon domaine, donc j'avoue que je ne connais pas ce domaine-là spécifiquement. J'oserais croire qu'il y en a, puis certainement ça peut s'appliquer. Est-ce qu'il y a des études très approfondies là-dessus? Je sais pas. Mais tu sais, la médecine narrative, c'est tellement large. Est-ce qu'il y a des thérapies qui se font via l'écriture ou l'utilisation des récits en choc post-traumatique? Certainement. Est-ce qu'ils ont été mis sous le parapluie de la médecine narrative ou ça a été appelé autrement? C'est pas tout le monde qui identifie leur type de thérapie, leurs interventions comme
de la médecine narrative, alors que des fois, ça pourrait très bien faire partie de cet ensemble-là. Donc, je pense que oui, il y a certaines thérapies qui pourraient s'appliquer, mais ouais, excusez-moi, c'est une réponse un peu brouillon, mais ouais, c'est pas mon domaine exactement, mais ça s'appliquerait certainement. Merci beaucoup d'avoir répondu. On n'a pas d'autres questions. Par contre, puis Catherine, je te partagerai les commentaires par la suite. Beaucoup de commentaires ben, qui te remercient en fait là, d'avoir parlé de ce sujet-là qui était encore très inconnu pour la majorité des gens qui ont commenté en fait. Beaucoup de gens ont vraiment apprécié cet exercice-là. Donc, merci à toi. Puis je trouve que c'est une super belle façon puissante de conclure notre symposium national 2025. Donc, encore une fois, merci Dr. Courteau de nous avoir initiés à la narration oncologique. Comme je disais, là, plusieurs personnes qui n'étaient pas au courant que ça existait ou c'était quoi. Donc, ça a été vraiment une belle façon d'en apprendre plus sur le sujet. Donc, encore une fois, très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui et je vous rappelle que le testament des valeurs, j'ai mis le lien dans le chat, mais il vous sera aussi envoyé par courriel ainsi que la présentation de Dr. Courteau. Donc, si jamais vous voulez y référer, vous pourriez le faire. Donc, les liens vous seront envoyés dans les prochains jours.